Please be seated. Veuillez vous s'asseoir. Le président, rebonjour à tous. Maître Dimitri, vous avez la parole. Maître Dimitri, merci, Monsieur le Président. Rebonjour, Madame la Présidente. Alors, je vais vous demander de rallumer votre micro, s'il vous plaît. Je vois vos lèvres bouger, mais... D'accord, merci. Alors, prochain sujet, Madame, et je vous rassure, je ne veux pas parler de politique du tout. Je veux simplement essayer de voir si vous connaissez l'individu. Souleymane Daouda, qui était un combattant séléka de religion musulmane et qui est devenu ministre de l'Éducation sous le gouvernement de Faustin Touadéra. Est-ce que ça vous dit quelque chose comme nom? Il est décédé aujourd'hui, il n'est plus en vie malheureusement. Oui, le nom, je connais. Le nom, vous connaissez. Alors, je vais vous présenter une vidéo, madame, quelques images où on va voir justement Souleymane Daouda et ensuite, j'aurai quelques questions pour vous. Alors, la vidéo est à l'onglet 70 du classeur de la défense et c'est CAR OTP 2055 2610. La traduction pour les interprètes est à l'onglet 72, CAR OTP 2122 2271. Et pour les fins du procès verbal, on va visionner de 3 minutes à 3 minutes 42 secondes. Et ce sera des lignes 100 à 112. Et ensuite, je vous présenterai un deuxième extrait et ensuite, j'aurai ma question. Alors, vous allez voir sur ces images, Madame Souleymane Daouda. If we could have the sound back, please. Maître Dimitri, et si nous pouvions avoir le son, s'il vous plaît. Vient de démissionner et Bangui est en plein chaos. À ce stade, le capitaine Souleymane et ses hommes continuent de tenir la position, alors même que les généraux Séléka sont déjà en fuite. Aujourd'hui, le poste de garde est tenu par les soldats de l'Union africaine. Nous avons retrouvé le capitaine Souleymane. Sa vie a bien changé. La Séléka est accusée d'avoir commis de nombreuses exactions et les chrétiens se vengent. La plupart des ex-rebelles ont fui. Souleymane lui a choisi de rester, mais fait profil bas. Actuellement, si vous partez, Je vous présente un autre extrait, Madame, avant de vous poser ma question. Et cette fois, pour les interprètes, ce sera des lignes 178, 178 à 188. Et pour les fins du procès verbal, ce sera de 6 minutes 42 secondes à 7 minutes 5 secondes. Je vais attendre le signe de la cabine. Souleymane nous emmène saluer une de ses vieilles connaissances. Surprise, c'est le caporal-chef Rombaud, fraîchement rasé. Les deux hommes qui se tiraient dessus il y a 6 semaines se retrouvent à l'hôpital. Ils se connaissent en fait depuis des années. La femme de Rombaud est malade et ce dernier se démène pour lui trouver des médicaments.
Ma question, Madame, vous avez parlé de l'horrible incident à l'ENAM qui a mis à terre tous vos efforts lorsqu'un Séléka a été lynché. Vous avez dit quelque chose qui m'a interpellée hier en disant « c'est important pour nous, en sortant de l'avion de Brazzaville, qu'on sorte ensemble. Balaka, Séléka, gouvernement, parce que c'est un signe de réconciliation. » On vient de voir des images qui datent de février 2014, où on a d'un côté un combattant Séléka et de l'autre côté un combattant qui n'est pas Séléka, qui est opposé. Est-ce que ça fait partie des signes de réconciliation que vous souhaitiez à l'époque, à l'ENAM et pendant votre gouvernance? Oui, maître. Je vous remercie, Madame. Je vais passer à un autre thème. Et je vous rassure, chaque fois qu'on passe à un autre thème, on se rapproche de la fin pour vous. Et juste avant qu'on passe à un autre thème, Monsieur le Président, j'ai fait référence à une photo que vous vouliez voir en HD. Je ne vais pas la montrer à l'écran, mais c'est pour votre référence. I don't know why I'm speaking in French to you. Maître Dimitri, je ne sais pas pourquoi je m'adresse à vous en français. Alors, la référence est CAR OTP 2096 1646. C'est une photo différente, mais c'est la même scène. Madame, vous avez indiqué lors de votre témoignage mercredi, dans le transcrit 250 à 9h49, vous aviez parlé d'exactions portées sur la population civile musulmane par des anti-Balaka. Il y a des témoins qui sont venus avant vous témoigner. Il y a eu une 60aine de témoins dans ce procès et il y a eu notamment des musulmans qui sont venus témoigner, des imams, et qui ont spécifiquement donné, et je fais référence notamment à P1595 et P1666, qui ont qui ont donné des exemples de leaders associés aux anti-Balaka qui ont pris des initiatives afin de protéger les civils musulmans et qui ont spécifiquement indiqué que eux c'était les Séléka et qu'on ne touchait pas à la population civile musulmane. Et un imam a indiqué que des appels ont été lancés afin que les membres de la population, incluant les musulmans, soient laissés en paix et pas inquiétés. Et que ces paroles de certains de leaders anti-Balaka ont contribué à faire baisser la tension contre les civils musulmans. Ma question, Madame, êtes-vous d'accord avec moi qu'on ne peut pas généraliser? Hein? Quand vous dites que les exactions des anti-Balaka étaient portées sur les populations civiles et qu'il y avait une assimilation de toutes les populations musulmanes au Séléka, qu'il ne faut pas généraliser et dire que tous les anti-Balaka étaient comme ça. Êtes-vous d'accord avec moi? Dans toute situation, il y a des exceptions, maître. Je vous remercie, Madame. Je passe maintenant encore à un autre thème et je veux parler de Bauda. Vous en avez longuement parlé et vous avez aussi voulu faire de Bauda un exemple de réconciliation. Et donc, ce que je veux faire avec vous aujourd'hui, parce que Bauda sera un thème un peu plus long pour moi, mais je vous explique pour que vous puissiez me suivre. Il y a eu plusieurs initiatives de réconciliation lancées à Bauda. Je veux les prendre de façon chronologique avec vous, parce que ça a eu lieu pendant votre mandat. Et donc, je vais vous poser des questions précises je ne vais pas revenir sur ce que vous avez dit hier. Je vais essayer de fixer dans le temps diverses initiatives de votre gouvernement pour amener la paix à Bauda. Ça vous va?
Alors, est-ce que j'ai raison, Madame, que lorsque vous commencez votre mandat de chef d'État, la situation à Boda est calme et ce n'est que quelques jours après votre prise de fonction, donc fin janvier, au moment du départ des Séléka de Boda, que la situation à Boda devient critique? Oui, je suis d'accord. Vous avez, en répondant à ma consoeur qui représente les victimes des autres crimes, vous avez indiqué qu'il y avait eu des efforts de part et d'autre afin de ramener la paix à Boda. Je vais essayer de vous montrer certains documents ou certains audios qui, je pense, font état d'initiatives qui proviennent notamment de votre gouvernement, mais que vous n'avez pas... que vous n'avez pas mentionné lors de votre témoignage. Alors, je vais vous présenter un ordre de mission qui est signé par votre premier ministre, Andrine Zapayeke, et qui, c'est un ordre de mission pour la médiation à Boda. Je vais vous le présenter et je vais vous demander si vous vous souvenez de cela. Alors, c'est à l'onglet 58, CAR OTP 2100 1699. Alors, avant que tu descendes, voyez, le premier paragraphe, là, c'est un ordre de mission pour une mission de médiation et de sécurité à Boda. Et c'est signé par votre premier ministre, Andrine Zapayeke, avec copie à la MISCA et à la Sangaris. Et c'est une mission qui date de mars 2014. Et il y aura eu des conférences de presse par la suite de certains membres de votre gouvernement qui expliquent ce qui a été fait au cours de cette mission. Est-ce que vous vous souvenez de cette première étape de la part de votre gouvernement pour faire une mission de médiation à Boda? Oui, je m'en souviens. Je vais vous faire maintenant entendre un premier audio, Madame. C'est une conférence de presse du conseiller à la primature suite à la mission envoyée par votre premier ministre, Nzapayeke. Je vous le fais entendre et je vous demande, je vous pose ma question par la suite. Alors, c'est l'onglet 59, CAR OTP 2042 3464 et la transcription. Elle est à l'onglet 60 du classeur de la défense, CAR D29 0006 0053. Je vais attendre le signe de la cabine, s'il vous plaît. Les chrétiens, ils ont eu le temps de nous expliquer pourquoi ils ne veulent plus collaborer avec les musulmans. Dans un premier temps, ils ont dit qu'ils sont les natifs de la ville de Boda et qu'ils ont accepté de recevoir les musulmans chez eux. Les chrétiens, selon eux, eux-mêmes, ils n'arrivent même pas à comprendre pourquoi c'est seulement la date du 28 janvier que cet événement malheureux qui s'était produit à Boda, et ils se demandent pourquoi ça, pourquoi les maisons ont été brûlées, pourquoi il y a eu des morts, et qu'ils ne sont pas prêts à se réconcilier tant que les musulmans ne leur fournissent pas des explications claires et nettes. Ils ne vont pas se réconcilier avec eux. Nous avons essayé de discuter avec les chrétiens. On a essayé d'aller un peu plus loin, mais le message, ça je vous le cache pas, ça a été difficile. Pour eux, ils ont accepté les musulmans chez eux. Les musulmans sont venus, ils ont tout fait. Ils se sont enrichis selon leurs propres termes. Il y a eu des enfants avec les musulmans. Et même quand les Séléka étaient arrivés à Boda,
les musulmans ont bien reçu les Séléka à Bouddha. Eux, les natifs, ils ont aussi reçu les éléments de la coalition Séléka à Bouddha. Ils vivaient en parfaite harmonie. Il n'y avait pas de trouble à Bouddha. Mais, à leur grande surprise, le 28 janvier dernier, après le départ des éléments de la coalition Séléka, quelques heures après, les musulmans ont pris les armes pour les attaquer, ont brûlé leurs maisons. C'est comme ça, ils sont obligés de se défendre et quelques jours après, les anti-Balaka sont obligés de se regrouper pour les défendre. Vous m'excuserez du délai, madame, j'attendais la fin de la traduction anglaise. Est-ce que ce qu'on vient d'entendre lors de cette conférence de presse par le conseiller à la primature, est-ce que ça correspond à ce qu'on vous explique à l'époque sur le début de la crise à Boda? Oui, tout à fait. Vous avez également témoigné en répondant aux questions du juge président que suite à l'interpellation de la situation de Boda par l'évêque de Mbaïki et le préfet de l'Alobaye, vous avez également décidé d'envoyer une mission à Boda pour vous enquérir de la situation réelle. C'était dans le transcrit 249 à 12h13. Je vais vous faire écouter un autre audio, cette fois provenant de Radio Centrafrique, daté du 25 mai 2014, qui parle de la situation à Boda. Et j'aurai encore une fois une petite question de précision. Alors, c'est l'onglet 61, car OTP 2042 4040, et la transcription pour les interprètes est à l'onglet 62, car OTP 2122 9433. Et je vais encore une fois attendre le signe de la cabine des interprètes. Yes, they are ready. Le président, ils sont prêts. Extrêmement difficile, dans ce sens que deux communautés qui ont toujours vécu ensemble, la communauté musulmane et la communauté non musulmane, qui vivaient ensemble depuis des lustres, eh bien, se sont mis à se massacrer et à se rejeter mutuellement. Le gouvernement et le Conseil national de transition, qui ont donc fait un déplacement de 2 jours, c'est-à-dire le 13 et le 14 mai 2014 à Boda, ont écouté les deux parties, ont écouté donc la population, et au jour d'aujourd'hui, le gouvernement et le Conseil national de transition sont en mesure de dire avec précision ce qui s'est réellement passé et quelles ont été les causes de cette tuerie qui aujourd'hui a endeuillé donc cette partie très riche de la République centrafricaine. La communauté non musulmane reproche à la communauté musulmane, avec qui elles ont toujours vécu ensemble, de se lever un beau matin comme ça et de commencer à les tuer. Cette communauté non musulmane a fui pour se réfugier donc à l'église Saint-Michel, et beaucoup sont allés en brousse, et le bilan est très lourd, des deux côtés bien entendu. La communauté musulmane, elle par contre, a dit qu'elle n'a fait que se défendre. La communauté non musulmane a tout perdu, parce que les maisons ont été incendiées, les biens ont été détruits, et beaucoup de gens ont été tués à Boda. Au jour d'aujourd'hui, la communauté non musulmane demande, et c'est non négociable, le départ de tous les musulmans de Boda. Par contre, la communauté musulmane, elle dit qu'elle est prête à accepter le pardon de la communauté non musulmane. Et elle est prête à réapprendre à vivre ensemble avec ses frères non musulmans.
Madame, lorsque vous avez témoigné à l'effet que vous avez décidé d'envoyer une mission à Boda pour vous enquérir de la situation, après avoir été interpellé par l'évêque de Mbaïki et le préfet de la Lobaye, est-ce que c'est à cette mission-là que vous faites référence? Là? On a entendu sur l'audio, le gouvernement et le Conseil national de transition ont fait un déplacement de 2 jours, 13 et 14 mai 2014 à Boda. Est-ce que c'est cette mission gouvernementale-là? À la suite de l'interpellation de l'évêque de Bouddha et du préfet de Bouddha, c'est la mission menée par M. Demafout que j'ai envoyée à Bouddha. Madame, je vais essayer de vous rafraîchir la mémoire. Je ne vous en fais pas le reproche. Je sais qu'il y avait beaucoup de choses. La mission de M. Demafout, et là, je vous dis ça de mémoire, on me corrigera si je me trompe, c'est une mission qui a eu lieu très tardivement en 2014. C'est la Task Force Mission, là où il a rétabli un peu les autorités judiciaires. Mais avant que M. Demafout aille à Boda, il y a eu une mission conjointe entre le Conseil national de transition et votre gouvernement pour justement tâter le pouls de ce qui se passait à Boda. Et cette mission aurait été notamment effectuée par certains ministres, je vais vous les nommer, et M. Moloto du Conseil national de transition. Est-ce que ça vous rafraîchit la mémoire, à savoir que vous avez d'abord envoyé certains ministres et ensuite vous avez envoyé M. Demafout pour faire des actions concrètes sur le terrain? Peut-être que cette mission a été beaucoup plus encadrée et menée par la primature, le Premier ministre certainement. Le gouvernement, mais certainement le Premier ministre. D'accord. Et encore une fois, l'audio qu'on vient d'entendre, où on nous rapporte l'audio où on nous rapporte la situation suite à la mission gouvernementale et le Conseil national de transition, ça résume également bien la situation à Boda telle qu'on vous l'a rapportée. Oui. Et est-ce que j'ai également raison de dire que l'évêque de Mbaïki et le préfet de la Lobaye étaient venus jusqu'à Bangui pour avoir une audience avec vous, justement pour vous interpeller sur la situation à Boda? C'est ce que j'ai dit dans mes déclarations. Et la mission dont on vient d'entendre un premier rapport, est-ce que j'ai raison de dire qu'en plus de Gaétan Roch Moloto, représentant de la Lobaye au Conseil national de transition, avaient pris place certains de vos ministres, notamment Isabelle Godey, Aristide Sokambi et le colonel Wangao? Je ne me souviens plus, sincèrement. Je vais vous faire entendre un autre audio, Madame. Cette fois, c'est une conférence de presse conjointe. Une conférence de presse conjointe par le Conseil national de transition et votre gouvernement qui font part de leurs constatations suite à cette mission à Boda. C'est l'onglet 93 du classeur de la défense, car OTP 2023-2049. Et la transcription, c'est à l'onglet 94, car OTP 2127-6298. Je vais vous faire entendre les lignes 1 à 17 et ensuite les lignes 30 à 37.
The interpreters are ready, so we can play it. Le président, les interprètes sont prêts, donc vous pouvez diffuser le document. De la presse. Chers messieurs de la presse publique et privée, I'm sorry that I stopped it, but I don't see the screen for... Excusez-moi, je l'ai interrompu, mais je ne vois pas l'écran. Ah oui, d'accord, merci. Merci beaucoup. Vous n'aviez pas d'image, madame, c'est ça? Si, j'ai M. Moloto devant moi. OK. Juge président, d'accord. Alors nous allons donc diffuser cela à nouveau sans la musique qui était bien d'ailleurs, donc cela diminue la tension dans le prétoire, mais ceci étant dit, je pense que ce qui nous intéresse plus, c'est ce qui a été dit à ce moment-là. Public et privé, le Conseil national de transition vous a convié aujourd'hui donc à cette conférence de presse pour s'entretenir avec vous sur la mission, l'importante mission qui nous a été donc assignée dans la Lobaye, mission qui s'est tenue donc du 13 au 19 mai 2014 et dont j'ai eu l'insigne honneur de la conduire. Je suis Moloto Akengemba Gaëtan Roche, je suis conseiller national. Je représente la Lobaye au sein du Conseil national de transition. J'ai conduit donc une mission parlementaire qui avait pour objectif la sensibilisation à la paix, à la réconciliation et d'assistance aux populations des provinces de la République centrafricaine, précisément dans la préfecture de la Lobaye. Et le point culminant de cette mission était donc la crise de Boda. Et le correspondant de Radio Ndekeluka Ambaiki, M. Martial Boboya, ont donc accompagné cette mission de 7 jours dans la préfecture de la Lobaye. La mission parlementaire de paix et de réconciliation dans la Lobaye a été divisée en 2 phases. La première phase a été une mission conjointe avec le gouvernement dans la ville de Boda. Cette mission, ou cette première phase, s'est déroulée du 13 au 14 mai 2014. Et la deuxième phase a été donc la mission donc, du Parlement qui a continué du 15 jusqu'au 19 mai 2014. De la première phase de la mission, qui est une mission conjointe gouvernement-CNT à Boda. Le 13 et le 14 mai 2014, une forte délégation ministérielle composée de 5 ministres, c'est-à-dire le ministre de l'administration du territoire, le ministre de la sécurité publique, le ministre de la Justice, des Mines et de l'Énergie, Madame la ministre des Mines et Monsieur le ministre des Postes et Télécommunications, constituaient donc cette délégation gouvernementale, dont 2 représentants de Madame la ministre d'État à l'Agriculture et de Madame la ministre de la Santé publique. Madame, maintenant que vous l'avez entendu, vous avez entendu M. Moloto et évoquer notamment la mission gouvernementale conjointe avec 5 de vos ministres, est-ce que ça vous rafraîchit la mémoire sur le fait que c'est cette mission-là que vous avez demandée suite à l'interpellation par le préfet de la Lobaye et l'évêque de Mbaïki? Oui, ça me rafraîchit la mémoire d'avoir passé ces éléments.
dans sa conférence de presse, M. Moloto dit que, et on est en mai 2014, qu'il est beaucoup trop tôt pour faire une mission de réconciliation, que c'est d'abord une mission où ils veulent tâter le pouls des différentes communautés, de ce qui se passe à Boda. Est-ce que j'ai raison de dire qu'il a fallu énormément d'efforts de votre gouvernement pour que la paix revienne à Boda, justement parce que, comme M. Moloto le dit, c'était trop tôt pour faire une mission de réconciliation, parce que les deux communautés étaient vraiment, vraiment très divisées. C'est exact? On n'avait pas d'éléments d'information sur le terrain. Il fallait d'abord qu'il y ait une mission qui nous ramène les éléments d'appréciation pour savoir dans quelle direction aller. Et, Madame, est-ce que vous avez également souvenir, et je vais faire travailler votre mémoire, si vous me le permettez, d'une réunion, notamment, entre l'évêque de la Lobaye et le ministre Willy Biro, un ancien député et ressortissant de Boda? Une réunion qui visait également la réconciliation à Boda. C'est ce que je disais hier, qu'il y avait les natifs de Boda qui se sont impliqués, il y avait des autorités de Boda. Donc le ministre Willy Biro Sako, je l'ai reçu avec l'évêque et le préfet. Je vous remercie, Madame. Je passe maintenant à un autre thème. Je veux revenir à la mission, à la visite que vous avez faite avec le ministre Le Drian à Mbaïki le 12 février 2014. Vous en avez parlé dans le transcrit 249. Première question, Madame. Vous confirmez que vous avez effectué une seule visite à Mbaïki avec le ministre Le Drian? Oui, on a montré les images hier. Je vais vous faire jouer justement une partie des images, mais qu'on n'a pas vues hier, parce qu'hier, on a seulement vu une partie de votre discours. Je vais vous faire jouer alors, c'est à l'onglet 41 du classeur des juges, du classeur de la Chambre, CAR OTP 2023 1636. Is this the part? Le juge président, est-ce qu'il s'agit de l'extrait où Mme Samba Panza s'adresse à la foule en sango, Maître Dimitri? Non, je reviendrai là-dessus plus tard. Le juge président, bien. Maître Dimitri, puisque nous parlons de cela, vous allez remarquer, Monsieur le Président, parce que nous allons diffuser cela en sango, nous avons donc distribué une traduction faite maison, si je peux m'exprimer de la sorte. Le juge président, oui, très bien, ça suffit. Je vous fais jouer quelques secondes, Madame. Mon but sur les prochaines minutes, c'est juste de vous faire reconnaître certains individus. Les 5 sous-préfectures qui la composent ont été durement frappées, mais à des degrés divers. Madame, juste pour clarifier, parce que vous avez utilisé le terme préfet de Boda un peu plus tôt, celui qui est venu vous interpeller avec l'ex-ministre Willy Biro et l'évêque de Mbaïki, c'est bien le préfet de la Lobaye, Alexandre Kouroupe-Wao. C'est exact? C'est ça. Et vous confirmez également que le préfet Alexandre Kouroupe-Wao a énormément travaillé pour la cohésion sociale dans la Lobaye. C'est exact? J'ai déclaré ça déjà. Maintenant, je vais vous montrer un autre extrait, parce que vous l'avez appelé à plusieurs reprises l'évêque de Mbaïki. Je vous montre un extrait à 6 minutes 27 secondes.
Je ne sais pas les termes. Je ne vous reproche pas l'utilisation des termes, madame. Je veux juste vous faire reconnaître, l'évêque de Mbaïki, c'est bien celui qu'on voit sur l'image à 6 minutes 27 secondes. Il a d'ailleurs fait un discours, je n'ai pas besoin de vous faire entendre le discours, mais lors de votre visite, il s'est adressé à la population de Mbaïki. C'est l'évêque, aujourd'hui, Monseigneur Rino. C'est bien lui? C'est bien lui. Et il est exact, madame, que vous étiez également, on le voit à 19 minutes 5 de la vidéo, vous étiez également accompagné de Jean-Jacques Demafoot lors de cette mission. C'est pour montrer l'image ou c'est la question? Je n'ai pas compris. Ah, OK. Madame, c'est parce que ce n'est pas nous qui avons le contrôle de l'image qui vous est présentée. Mais oui, D'accord. 19 Non, il n'y a minutes pas de 5. problème. Non. OK. Oui, c'est bien, monsieur Demafoot. D'accord. Et madame, est-ce que j'ai vu lors de cette quand j'ai visionné la vidéo, il y avait un hélicoptère. Est-ce que vous avez voyagé par hélicoptère de Bangui à Mbaïki? J'étais avec le ministre Le Drian. Je n'ai pas souvenance des appareils, mais oui, ça avait l'air d'être un hélicoptère. Non, mais certaines dimensions. Ce que je veux dire, j'aurais dû être plus précis, c'est ma faute. Vous n'avez pas fait la route en véhicule routier. Non, non. Non, non. Non. Monsieur Demafoot non plus n'a pas fait la route par véhicule routier. Il est monté à bord des hélicoptères ou des appareils avec les membres de la mission. Vraiment, côté logistique, je maîtrise, je ne m'occupe pas de ça. Lors de votre entretien avec les enquêteurs du bureau du procureur, vous avez indiqué, tout en parlant de cette visite à Mbaïki, avec les autorités locales et la population, vous avez dit, et je vous cite, ça s'est très, très bien passé. Vous confirmez vos propos? Je confirme, mais j'ai développé par la suite. J'ai développé la suite après. Ça, c'est le début, j'ai introduit, mais par la suite, j'ai développé. Tout à fait. Mais ma question, on est d'accord que ce jour-là, en votre présence ou au moment où vous alliez partir, il n'y a aucun mort. Je ne parle pas oui, je vois votre étonnement. Vous comprendrez que les avocats ont toujours besoin de poser certaines questions. Je sais que l'événement de l'ENAM vous a marqué, mais on est d'accord que ce jour-là, le 12 février, au moment de votre visite à Mbaïki avec M. Le Drian, il n'y a aucun mort, même au moment où vous êtes sur le point de partir. C'est exact? Oui. Alors, je vais vous lire l'extrait d'un document et j'aurai une question par la suite. À Mbaïki, le jour où nous avons été avec la présidente, en février, les anti-Balaka ont mis à mort l'un des derniers musulmans qui était resté dans la ville, mais d'une manière très, très sauvage. Et ça a jeté complètement du discrédit sur ce que nous devions faire à Mbaïki. Malheureusement, juste au moment où nous allions partir, les éléments anti-Balaka sont allés le prendre et l'ont tué. Ma question, madame,
Et je parle de ce jour-là, à Mbaïki, le 12 février. Ce que je viens de vous lire, nous sommes d'accord, vous n'avez pas du tout été témoin d'une telle scène. C'est exact? Je n'ai pas été témoin de cette scène. Est-ce que je suis partie comme à l'ENAM? Une fois partie, ça s'est passé après moi, comme à l'ENAM, je ne sais pas, mais je n'ai pas été témoin de cela moi-même. Et on est d'accord, madame, que à l'ENAM, même si ça ne s'est pas passé devant vos yeux, ça vous a été rapporté parce que, justement, ça a jeté du discrédit sur ce que vous tentiez de faire avec vos FACA. Et donc... Oui, tout à fait. Tout à fait. Et donc, même après votre départ de Mbaïki, on ne vous a pas rapporté une telle scène qui aurait jeté du discrédit sur votre visite à Mbaïki. Vraiment, je n'ai pas souvenance de ça. Je suis désolée. Miss Dimitri, please give. Le juge président, Maître Dimitri, est-ce que vous pourrez donner la référence? Maître Dimitri, oui, bien sûr. Le juge président, pour la citation, n'est-ce pas? Maître Dimitri, P2328, il s'agit du témoin. T047, ça c'est le numéro du compte-rendu d'audience. Et ce dont je vous ai donné lecture, c'est à partir de 15 minutes 23 secondes dans le compte-rendu d'audience. Et j'ai également lu 12 minutes 09 du compte-rendu d'audience T050. I'm sorry, I made a mistake. Maître Dimitri, excusez-moi, j'ai fait une erreur. J'ai dit 15 minutes. Non, non, je recommence. Alors, la première référence, c'est T074, le témoin 23-28, et il s'agit de 15 minutes ou de 15h23. Donc, 15h23, 3h23. Le juge président, vous n'êtes pas seul à faire ce genre d'erreur, je pense. Mais vous avez en quelque sorte tout à fait le droit de le faire. Fatigue. Toujours sur votre visite à Mbaïki, j'ai raison de dire, madame, qu'une grande partie de la population de Mbaïki et des environs est venue à cette rencontre, à cette cérémonie. C'était un événement important. Il y avait le ministre Le Drian, il y avait vous, président de la République. C'était votre première sortie en province. Donc, une grande partie de la population s'est déplacée pour venir assister à cette cérémonie. Oui, tout à fait. On a vu sur les images de la vidéo, et j'essaie de sauver du temps, donc je ne veux pas vous présenter toute la vidéo, là, parce qu'il y a eu plusieurs discours. Il y a eu celui du maire de Mbaïki, il y a eu celui du préfet de la Lobaye, il y a eu celui de l'évêque Rino, il y a eu votre discours, celui de monsieur le ministre Le Drian, et on voit derrière un grand nombre de la un nombre important des membres de la population, on entend des cris. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que lorsqu'on voit les images, et je peux vous les remontrer si vous voulez, et lorsque vous entendez les cris, vous n'êtes pas en mesure de dire qui est anti-Balaka, qui est chrétien, qui est animiste, qui est non-musulman, qui est un jeune local de Mbaïki. C'est exact? Oui, c'est exact. Et donc, lorsque vous dites, madame, que vous avez été huée à un certain moment lors de votre discours, est-ce que j'ai raison de dire que vous n'êtes pas en mesure de dire spécifiquement par qui? Oui.
Merci, Madame. Je change à nouveau de thème. Est-ce que vous voulez une pause ou on peut continuer? Non, non, on peut continuer parce que vous n'avez pas beaucoup de temps. Je veux parler maintenant de... vous en avez parlé lors de votre témoignage, mais j'ai des questions supplémentaires. Je veux parler de l'Organisation internationale, l'OIM. Et Madame, à tout moment, si vous voulez une pause, vous me le dites. J'ai été assise longuement dans cette pièce à Bangui. Je sais qu'il n'y a pas de fenêtre, il n'y a pas d'aération et ça peut être parfois très difficile. Donc, si vous voulez une pause pour prendre l'air, 5 minutes, vous me faites signe, on s'arrête et je vais demander au juge président de vous permettre de voir la lumière du jour un peu. Non, ça va aller. Ça va aller. Alors, vous avez mercredi abordé le sujet de l'OIM et vous avez parlé du fait que vous avez eu des problèmes avec l'Organisation internationale de la migration et des Nations unies parce qu'ils venaient charger des camions avec des gens de la population, mais sans l'accord des autorités. Vous l'avez dit au transcrit 250 à 14h35. J'ai maintenant quelques questions sur ce sujet précis, des questions pour lesquelles vous n'avez toujours pas répondu. Lors de votre entretien avec le bureau du procureur, vous avez mentionné un commerçant du nom de Algoni, et je m'excuse si je ne prononce pas bien son nom, qui vous a appelé en 2014 pour vous dire « Madame la Présidente, il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà, on a décidé de nous convoyer tous là-bas, en faisant référence à l'évacuation des musulmans de PK5 par l'OIM vers le nord du pays. Est-ce que, d'une part, vous confirmez vos propos et, d'autre part, est-ce que vous pouvez également confirmer que M. Algoni était votre intermédiaire avec les imams et les responsables de PK5? Oui, je confirme. Please, the reference. Le juge président, la référence, s'il vous plaît. L'autre Dimitri, oui. CAR OTP 2107 1070 à la page 1089 et la référence sur l'intermédiaire, c'est toujours à la page 1089, quelques lignes plus haut. Le juge président. Merci. Et Madame la Présidente, lorsque M. Algoni vous dit « il y a quelque chose qui ne va pas », vous comprenez qu'il ne veut pas être convoyé et qu'il demande votre intervention en tant que présidente. C'est exact? Que lui, il ne veut pas être convoyé? Qu'il veut votre intervention, qu'il vous explique qu'il y a un problème avec l'OIM et que il veut votre intervention. Mon intervention pour la communauté musulmane, pas pour lui. Lui, il pouvait rester. Oui, tout à fait, parce que lui il est l'intermédiaire, le représentant, mais il veut que vous interveniez auprès des personnes qu'il représente, des musulmans qu'il représente dans... C'est ça. Au kilomètre 5. Et Madame, juste question de précision, vous avez mentionné que vous le connaissiez bien dans le cadre de votre compagnie d'assurance. Est-ce que j'ai raison de dire que c'était un transporteur de poids lourds entre Douala et Bangui? Oui, c'est ce qu'il avait comme activité, mais là où nous avons des relations, c'est parce qu'il était conseiller municipal. Quand j'étais maire. Il était conseiller municipal à la mairie du 3e, c'est exact? Oui, oui, c'est ça. Et lors de votre entretien avec les enquêteurs du bureau du procureur, c'est la même référence, mais page 1141, vous avez dit, puis je vais simplement vous demander de confirmer vos propos,
L'OIM et le PNUD voulaient amener tous les musulmans vers le nord. Ça veut dire que c'est la séparation du pays. Vous confirmez vos propos? Oui, je le confirme. Et au cours de ces discussions avec M. Algoni, Madame, il vous a expliqué qu'ils avaient acheté des marchandises, que l'OIM a loué des camions et qu'eux ont fait des dépenses pour charger les pneus, que ça coûtait cher, il y avait les chambres à air, et c'est là qu'il a demandé, mais qui va nous dédommager si ce n'est pas l'OIM? Vous confirmez? Oui, je le confirme. Et, Madame, vous confirmez également avoir dit aux enquêteurs du bureau du procureur que selon ce qu'il vous indique, l'OIM annonce à ces musulmans qu'ils doivent partir sur la base d'une liste de communautés à risque dressée par les Nations unies. C'est exact? Oui, les communautés à risque ont été identifiées partout en Centrafrique dans des zones bien précises, et donc par le PNUD. Et vous avez également dit aux enquêteurs du bureau du procureur, c'est toujours la même référence, mais cette fois à la page 1090, et je vous cite, « Ce qui se faisait souvent, le gouvernement n'était pas au courant. Il déplaçait souvent les populations sans s'en référer à nous. » Fin de la citation. Vous confirmez vos propos, Madame? Je confirme. Mercredi, lors des questions posées par ma consoeur représentante des victimes, vous avez abordé le fait que les personnes réfugiées à l'extérieur ont commencé à revenir en Centrafrique. Et vous avez donné certains exemples, comme les communautés maliennes, si ma mémoire est bonne. Par contre, dans votre entretien avec les enquêteurs du bureau du procureur, vous avez mentionné ce qui suit relativement aux musulmans centrafricains d'origine tchadienne. Et je vous cite, « La preuve est que dès que c'est allé mieux, ils sont tous, en parlant des musulmans d'origine tchadienne, ils ont tous commencé à revenir en Centrafrique et à Bangui, et les gens s'organisaient pour les accueillir. » Fin de la citation. Vous confirmez vos propos, Madame? Je confirme. Et Madame, est-ce que vous confirmez également, si vous le savez, hein, que l'OIM a procédé... Est-ce que vous savez si l'OIM a également procédé à l'évacuation des combattants Séléka? Non, je ne peux pas vous le confirmer. D'accord, merci, Madame. Mr. President, I'm told that... Maître Dimitri, Monsieur le Président, on me dit que la référence pour la communauté tchadienne, en fait, je l'ai omise. Donc, il s'agit de CAR OTP 21 07 0897 à la page 0909. Et dernière question, Madame, sur le sujet, et on change de thème. Monsieur Algoni a demandé au nom d'un certain nombre de musulmans votre intervention parce que l'OIM ne leur laissait pas en pratique, l'OIM ne leur laissait aucun choix que de celui de partir. Et est-ce que je comprends qu'il demande votre intervention? Vous avez été en mesure d'intervenir afin de permettre à un certain nombre de musulmans d'avoir le choix de rester. C'est exact? Non, ce n'est pas de manière générale comme ça, non. C'était pour le départ de ce groupe du PK5. Donc, j'ai pu obtenir de ce groupe de ne pas répondre aux propositions de l'OIM et de rester. Oui, c'était peut-être ma question qui n'était pas claire. Ce groupe que M. Algoni représente, ce groupe de PK5, il demande votre intervention parce que l'OIM ne leur laissait en pratique
aucun choix que de celui de partir. Et M. Algoni demande pour ce groupe, votre intervention, pour ce groupe de PK5, afin que certains puissent opter pour le choix de rester. Est-ce que c'est ça? Est-ce que j'ai bien compris? Cette phrase, ne leur laisser aucun choix que de partir, je ne suis pas d'accord. C'est pas comme ça. L'OIM veut les amener. Cela dit, il y en a qui peuvent aller, comme il y en a qui peuvent rester. Mais ce groupe m'a dit, nous, voilà ce qu'on nous propose. On aimerait bien rester, mais voilà. Donc, c'est comme ça. Et lorsqu'il demande votre intervention, madame, et qu'il vous dit « on aimerait bien rester », est-ce que l'OIM leur donnait la possibilité de rester? Est-ce que, pourquoi ils vous font intervenir, vous, en tant que haute autorité, en tant que chef d'État, pour pouvoir exercer ce droit de rester? C'est-à-dire, est-ce que je comprends qu'ils n'avaient pas cette option de rester et c'est pour ça qu'ils demandent votre intervention? Oh, certainement. Je ne peux pas vous le confirmer. Je change à nouveau de thème, madame. J'ai 2 questions. Non, je ne vais pas vous induire en erreur. J'en ai 4 sur le thème de la prise d'otages. Lorsque vous étiez maire de Bangui et que vous êtes intervenu, vous en avez parlé pendant votre témoignage. Moi, j'ai quelques petites questions de précision. Vous avez indiqué, lorsque vous avez parlé de cet incident à 10h09 dans le transcrit 249, vous avez indiqué que Catin, ce n'est pas loin du KM5. Catin n'est pas loin de Boeing. C'est une zone tampon, entre des bases anti-Balaka et des bases musulmanes. Fin de la citation. Vous avez utilisé le terme base musulmane, mais vous vouliez dire base Séléka, c'est exact? Ah, je ne sais pas. C'est pour moi base musulmane parce que quand on quitte le PK5 pour aller à Kata, tout le long, on a des communautés musulmanes qui vivent là, tout le long, avant d'arriver à Kata. Beaucoup de musulmans avaient racheté des parcelles, ont construit et ont habité là. Donc, du kilomètre 5 à Kata, on avait beaucoup de musulmans. Oui, mais ma question ne parle pas des résidences. Je parle du terme base. Vous avez utilisé l'expression base anti-Balaka et base musulmane. Est-ce qu'on est d'accord que lorsque la base anti-Balaka, c'est Boeing, etc. et tout. Mais musulmane, c'était les populations musulmanes jusqu'au PK5. Je me suis peut-être mal exprimée, je suis désolée. Et toujours sur ce thème de la prise d'otage, madame, vous, en répondant aux questions du bureau du procureur, vous avez, lors de votre entretien, vous avez indiqué, et c'est CAR-OTP 2107-0784, page 0809, que vous n'êtes pas allé voir en personne les otages. Vous confirmez? Oh oui, je confirme. Alors, je vais vous lire un extrait d'un document, madame. Encore une fois, je m'attends à votre réponse, mais ça fait partie de mon métier, de mon travail, de vous poser la question. Alors, c'est ainsi que Mme Catherine Samba Panza, alors Madame le maire de Bangui, a pris la décision de venir chercher les otages. Elle est venue à la base pour retirer les 7 personnes, pour les libérer. Madame Samba Panza
c'était elle qui les avait récupérés. Fin de la citation. I will give you the person. Yes. Est-ce que vous êtes d'accord, madame, que ce que je viens de vous lire, c'est inexact? C'est inexact. Les otages ont été remis aux troupes françaises qui avaient besoin d'avoir un certain nombre d'informations, de les interroger, etc. et tout. Donc, les otages n'ont pas été remis. Ils ne pouvaient pas m'être remis pour des questions de sécurité. Donc, ce n'est pas moi qui ai récupéré les otages. Par la suite, j'ai reçu ma conseillère avec le maire du 7e, enfin, certains éléments pour qu'on discute, mais je n'ai pas récupéré les otages. The reference. Maître Dimitri, la référence, Monsieur le Président, est la suivante. P0884, transcription 056 à la minute 12:10 à 12:17. Et la deuxième référence dont j'ai donné lecture, c'est T057, même témoin, à 15 minutes 28 à 15h28 minutes. Le président, Madame Struyven, eh bien, quelques remarques. Ces documents sont présentés aux témoins, mais il faudrait peut-être mieux y faire référence comme étant un témoignage, le président. Oui, effectivement, techniquement, vous avez raison. Par ailleurs, je suis d'accord avec ce que vous avez dit initialement. La réponse était relativement claire de la part du témoin et on pouvait s'y attendre. Donc, poursuivons. Maître Dimitri. Eh bien, je m'en remets à vous. Je l'ai fait à dessein. J'ai utilisé justement le terme document. En effet, je ne voudrais pas attirer l'attention sur des individus qui ont déposé en faisant l'objet de mesures de protection. C'est la raison pour laquelle j'ai utilisé le terme document, le président. Eh bien, dans la mesure où vous connaissez le pseudonyme qui a été utilisé, il n'y a pas de problème. Et lorsque vous en donnez lecture, il faut que nous sachions clairement que vous donnez lecture de quelque chose qui a été dit par quelqu'un. Donc, il faut que Madame Samba Panza sache que vous donnez lecture de ce qu'a dit un autre témoin. Et dans cette mesure, je n'ai pas de problème. Pouvez-vous confirmer que vous n'avez jamais eu de communication quelconque relativement à cet incident spécifique? Vous n'avez jamais eu de communication quelconque avec Sébastien Winizui? Pour cet incident, non, c'était avec Yagouzou Sylvestre. Mais avec Winizui, je n'ai pas souvenance. Merci, madame. Je change à nouveau de thème. J'ai quelques questions sur le DDR. Encore une fois, je ne vais pas parler des politiques derrière le DDR. Je veux simplement poser des questions parce que vous étiez quand même présidente, donc vous avez une meilleure compréhension de ce qu'est le DDR de façon concrète. Et donc, mes questions visent juste à obtenir des détails sur le processus en soi. Est-ce que j'ai raison de dire que les partenaires internationaux, les autorités centrafricaines ont élaboré et mis en œuvre un programme inclusif et progressif pour le désarmement, la démobilisation, la réintégration, et c'est un peu c'est ça qui constitue le DDR. Oui, c'est ça. Et pour mettre en place ce programme, il faut mobiliser des fonds auprès des partenaires internationaux. Oui, c'est ça. Et donc, est-ce que c'est également exact qu'il y a un appui budgétaire, notamment pour les indemnités de démobilisation et de réinsertion pendant un certain nombre de mois pour les ex-combattants démobilisés? Dans le cadre du DDR,
Oui. Et seuls les combattants... Please, slow, please. Oh, sorry. Le président, tout doucement, s'il vous plaît. Plus doucement. Consequence of your pressure. Le maître Dimitri, c'est une conséquence directe de ce que vous avez demandé. Mais enfin, voilà. Mais vous allez un peu vite maintenant, dit le président. Excusez-moi, madame. Et seuls les combattants inscrits sur les listes à être soumis au DDR peuvent bénéficier de cet appui budgétaire. C'est exact? Oui, c'est ça. Et pour déterminer quels individus étaient enregistrés dans le programme du DDR, les autorités devaient se baser sur les listes soumises par les différents groupes armés. C'est exact? On devait faire un vetting. Un vetting, vous connaissez ce que c'est. Donc, identifier, repérer qui répondait aux critères ou pas, etc., avant de les mettre sur les listes. Et est-ce que j'ai raison, madame, de dire que les groupes armés, pas le gouvernement, mais les groupes armés, abusaient du système DDR en ce sens que ils pouvaient inscrire des noms d'individus qui n'ont jamais été combattants ou qui n'ont jamais participé dans les hostilités parce qu'ils voulaient leur faire bénéficier des indemnités monétaires? On n'était pas arrivé encore au programme DDR, compte tenu de tous ces critères, de toutes ces conditions que vous énumérez, et compte tenu de l'absence de moyens. Et donc, quand on a parlé de pré-DDR, c'était d'abord l'identification dans tous ces groupes-là de personnes susceptibles de bénéficier de ce pré-DDR. Donc, on n'avait pas tout le programme démobilisation, désarmement, réinsertion, etc. Et tout, c'était trop lourd. Donc, on voulait commencer par l'identification et le cantonnement. Et surtout, la possibilité de leur apprendre des petits métiers pour leur permettre de s'organiser, de se débrouiller. Donc, c'était vraiment quelque chose de léger, de progressif qu'on a arrêté avec les partenaires techniques et financiers. D'accord, je comprends parfaitement. Mais ma question est un peu différente, madame. Au moment où les groupes, avant même que le gouvernement soit prêt ou non, où est l'argent nécessaire et qu'on puisse implémenter le DDR, là, bien avant, au moment où les groupes armés commencent à faire leur liste, hein, parce que votre gouvernement n'est pas le premier à parler de DDR. Hein. Il y a eu des gouvernements dans le passé. Le programme DDR a existé dans le passé en Centrafrique. Alors, ma question, est-ce que dans votre entourage, est-ce qu'on vous a parlé, est-ce qu'on vous a interpellé sur le fait que les groupes armés abusaient ou avaient l'intention d'abuser du système et donc dans leurs listes, dans les listes qu'ils soumettaient, ils mettaient parfois des membres de leur famille, des gens qui n'avaient jamais participé aux hostilités, qui n'avaient jamais combattu, tout simplement dans cet espoir de pouvoir un jour bénéficier de certains avantages du DDR, que ce soit pour un kit pour avoir un métier ou pour avoir un avantage monétaire. Il est connu et établi que partout où le programme DDR a tenté d'être mis en œuvre, partout, la situation que vous décrivez, on la retrouve. En RCA, au Congo, au Tchad, etc., là où il y a eu des conflits. C'est établi. Et donc, il faut être très strict et essayer de bien contrôler le système, le programme. Donc ça, c'est établi.
Merci, madame. On change encore de thème. Vous en avez parlé et je vous rassure, on se rapproche de la fin. Ça fait 10 minutes qu'on se rapproche de la fin. J'essaie de vous encourager. J'essaie de vous encourager parce que il n'y a pas de problème. Allez-y, je sens votre impatience. Non, allez-y. Je veux parler du manquement des forces intérieures et internationales pour assurer la sécurité du pays. Vous en avez parlé, ça a été un obstacle pendant votre gouvernance. Je veux vous faire entendre vos propos lors de l'entretien que vous avez tenu sur l'émission Bangui-Wood. Et ensuite, j'aurai des questions. C'est à l'onglet 37 du classeur de la Chambre des juges, car OTP 2014-0755, de 2 minutes 4 secondes à 3 minutes 5 secondes. La transcription est à l'onglet 38, car OTP 2122-7370. C'est des lignes 18 à 19. Je vais attendre le signe de la cabine, c'est bon? Le retour de la sécurité. Qui a en charge la remise de l'ordre public au niveau de Bangui et à l'intérieur du pays? Comme vous le savez, nous évoluons dans un cadre juridique international. Il s'agit notamment des résolutions que vous connaissez tous. Les résolutions des Nations Unies 21-21, 21-27 et 21-34, qui nous tracent ce cadre-là. Il appartient aux troupes de la MISCA et de la Sangarise de rétablir l'ordre, de ramener la sécurité et surtout de neutraliser toute personne voulant déstabiliser la République centrafricaine. Ça, c'est le mandat qui a été donné à Sangaris et à MISCA. Bien entendu, quand je suis arrivée, je me suis mise dans ce cadre-là parce que la communauté internationale nous a toujours accompagnés. Même pas au bout d'une semaine, j'ai compris qu'il y avait un problème d'effectif au niveau de ces troupes-là. Ces troupes ne pouvaient rester que sur les artères principales. Ces troupes ne pouvaient pas rentrer à l'intérieur du pays, ni du pays, ni de certains quartiers. It's finished. Le président, vous en avez terminé? Ça n'est pas terminé? Maître Dimitri, non, il y a une partie qui manque. Oui, c'est ça que j'ai dit. Can you read until... Le président, non, mais c'est ce qu'il est en train de faire. Thank you. Maître Dimitri, merci, merci. Vous avez parlé de l'insuffisance des forces internationales, l'insuffisance de l'effectif, là. Moi, ce qui m'intéresse dans ce que vous venez de dire, parce que ce que vous dites sur cette
sur cette conférence, ce reportage télévision qu'on vient de voir, c'est essentiellement la même chose que vous avez dit ici en audience, mais vous dites que les troupes ne pouvaient pas rentrer, ne pouvaient rester que sur les artères principales. Elles ne pouvaient pas rentrer à l'intérieur du pays ni de certains quartiers. Alors, quand vous dites à ce moment-là que la Sangaris et la Miska ne pouvaient pas rentrer à l'intérieur du pays, ni même dans certains quartiers, est-ce que ça contribue également à l'insécurité ou la tension à l'intérieur du pays? Cette limite qu'avaient les troupes internationales. Est-ce que ça a aussi été un facteur contributif, en plus de tout ce que vous avez exprimé, le manque d'effectifs, le chaos, etc.? Maître, vous nous avez montré tout à l'heure une vidéo quand on attaquait un quartier de Bangui, où il y avait des musulmans qui étaient venus demander secours aux troupes de la Sangaris. Et la Sangaris les a ou repoussés ou mis dans un véhicule, mais la Sangaris ne pouvait pas rentrer avec eux jusqu'à dans leur quartier. Vous l'avez vu? C'est un exemple. Et donc, parce que la vidéo présente Bangui, moi, je veux parler maintenant de l'intérieur du pays. Donc, ce problème, on est d'accord, cette insécurité, elle s'applique aussi à l'intérieur du pays en raison de cette limite, c'est exact? Beaucoup plus à l'intérieur du pays. Les troupes déployées sont pour la plupart à Bangui et dans les villes environnantes. Et donc, parce que c'est encore plus présent, comme vous venez de le dire, à l'intérieur du pays, est-ce qu'on est d'accord que ça contribue également à cette... Vous avez parlé de ce besoin que les gens avaient de se protéger en gardant leurs armes. Est-ce que ça aussi, ça contribuait au fait que les gens ne voulaient pas le désarmement volontaire et disaient, mais moi, je veux garder mes armes, d'autant plus à l'intérieur du pays. Est-ce qu'on est d'accord? Oui, on est d'accord, même si ce n'est pas une excuse. Et, Madame, on a parlé un peu plus tôt, et le juge président vous a demandé des détails sur les incidents liés au contingent tchadien de la FOMAC. Puis vous avez dit il y a eu faute, il y a eu... bon, on sait que ces incidents ont été fortement médiatisés parce qu'il y a eu des témoins, plusieurs témoins en ont parlé avant vous. Est-ce que j'ai raison de dire, si vous l'avez constaté, si on vous l'a exprimé, est-ce que j'ai raison de dire que ça a aussi été un facteur contributeur dans cette espèce de manque de confiance dans certaines forces internationales? Hein, le fait qu'ils ont fait ce qu'ils ont fait, certains membres de la population centrafricaine se disaient, bien, moi, j'ai vraiment besoin de me protéger parce que même les forces internationales, je suis pas certaine si je dois leur faire confiance. Est-ce que c'est quelque chose qu'on vous a exprimé ou que vous avez entendu? Oui, tout à fait. Je vais vous présenter un autre extrait de cette même vidéo. Ouais, d'une autre vidéo, mais je pense que c'est dans la même période de temps là, où vous faites des discours, puis j'aurai quelques questions sur ce que vous dites. C'est à l'onglet 43 du classeur de la défense, car OTP 20231863 de 30 minutes 45 secondes à 32 minutes 13 secondes. La transcription à l'onglet 44, car OTP 21229401, des lignes pour la cabine 326 à 342. Je vais attendre un signe de la cabine, s'il vous plaît.
Et excusez-moi, c'est le classeur, merci. C'est le classeur de la Chambre. We are ready. We can play it. Le président, nous sommes prêts. Vous pouvez diffuser le document. J'ai nommé les chefs de corps. Quand on n'aime pas l'armée, on nomme les chefs de corps? Non, pas les chefs de corps. J'ai retapé l'état-major. Avec quel argent? Avec mes fonds spéciaux de la présidence. Plutôt que de les donner à des gens, je dis, chef d'état-major, retapez-moi l'état-major. Comme ça, au moins, vous avez votre autorité. Et que quand les militaires viennent, ils ont un endroit où ils peuvent se retrouver, avoir affaire à leur commandement. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse d'autre? Voilà ce que je suis en train de faire. Je me bats avec la communauté internationale pour alléger les mesures qui ont été mises en place. L'armée, il faut du temps pour la réorganiser. Ok. Et alors la police et la gendarmerie, remettons-la sur pied pour qu'elle puisse intervenir aux côtés des Miska, aux côtés des Sangaris. Ça a été dur au début. Je commence à obtenir tout doucement. Là maintenant, on a mis à disposition 484 hommes qui puissent les accompagner. Les accompagner les mains nues. Les mains nues, vous avez des anti-baraka qui ont des machins et qui tirent. Alors je dis, s'il faut que j'envoie des éléments les mains nues pour remettre de l'ordre avec des... Ils m'ont dit quoi? Avec des gourdins. Avec des gourdins, face à des voyous, mais c'est les livrer aux gens. Je dis non, je ne peux pas envoyer les gens comme ça avec des gourdins. Aidez-moi à les réarmer. On est en train de réfléchir dans quelle mesure on peut armer ces gens-là. Il y a des choses comme ça qui se font. À l'intérieur du pays, il n'y a pas d'administration. Ils s'en foutent de tout ça. You can stop. Yeah, merci. Madame, lorsque vous dites dans cet extrait que je me bats avec la communauté internationale pour alléger les mesures qui ont été mises en place, est-ce que j'ai raison de dire que vous faites référence aux mesures de confiance qui avaient été mises en place? C'est à ça que vous faites référence? C'est ça. Et donc, vous vous battiez avec la communauté internationale pour faire alléger les mesures qui faisaient en sorte que vos forces de sécurité intérieure, vos forces nationales étaient désarmées, c'est ça? C'est ça les mesures de confiance. Et vous aviez ce combat avec la communauté internationale, madame, parce que, comme vous l'avez dit mercredi, j'ai bien aimé votre expression,
un pays ne peut pas vivre sans son armée. C'est exact. Tout à fait. Et, Madame, c'est exact de dire que ces mesures de confiance que la communauté internationale vous a imposées, elles ont contribué à l'insécurité dans le pays? À l'insécurité, non. Les mesures de confiance avaient pour objectif de ramener la sécurité dans un cadre bien déterminé, mais à côté de ça, il y avait des mesures qui n'avaient pas de raison d'être. Donc, la mesure de confiance en tant que telle, non, mais il y avait à l'intérieur de ces mesures de confiance quelques mesures qu'il fallait alléger au regard de la réalité et au regard du contexte de crise profonde. Et parmi les mesures qui n'avaient pas leur raison d'être et qui contribuaient à l'insécurité dans le pays, c'était justement le fait que vos forces nationales, vos forces de sécurité intérieure ne pouvaient pas travailler comme elles se devaient. C'est exact? Oui, ils n'avaient pas les moyens de travailler. Et malgré tous vos efforts, Madame, est-ce que c'est exact que la communauté internationale a maintenu les sanctions contre les forces étatiques à travers les mesures de confiance pendant une grande partie de 2014? Oh oui, jusqu'en 2015. Et est-ce que j'ai raison de dire que l'incident à l'ENAM et son écho médiatique a contribué au refus de la communauté internationale d'alléger les mesures de confiance malgré, comme on vous l'a entendu dire dans la vidéo, malgré le fait que vous avez essayé de vous battre contre la communauté internationale pour les faire alléger? L'ENAM a été, l'incident à l'ENAM et son effet médiatique a eu pour effet de vous rendre la vie encore plus difficile, si je peux me permettre l'expression, pour faire alléger ces mesures de confiance? Oui, je l'ai dit hier ou avant-hier pour dire que cet incident de l'ENAM a porté un grave préjudice donc, à la reconstitution des restructurations des forces armées, à la mise en place des forces armées à nouveau, etc. Ça, je l'ai dit, je reconnais, je l'ai toujours déploré. I suggest that we... Juge président, je suggère une pause brève et ensuite nous pourrons terminer. Maître Dimitri, alors est-ce que je peux vous présenter une lueur d'espoir? Je terminerai après la pause. Maître Dimitri, non. Nous pouvons prendre 10 minutes de pause et j'en aurai terminé au plus tard à 15h10. 15h15, grand maximum. Le juge présente très bien. Nous allons faire une pause de 5 minutes, ce qui signifie donc que vous ne devez pas partir très loin. Donc disons 7 minutes. 7 minutes de pause et nous allons reprendre au bout de 7 minutes. I think we can solve this. Oui, le rideau n'est pas encore tiré, mais je pense que nous allons pouvoir... je pense qu'on va pouvoir régler ce problème. Maître Dimitri, je pense que vous les avez surpris. Vous avez pris les gens au dépourvu. Le juge président, oui, parfois, il faut accélérer les choses, en fait. Mais vous avez la parole. Madame, je vous fais la promesse solennelle que je termine dans les prochaines 20 minutes. Vous allez pouvoir rentrer. Merci, maître. Alors, j'aimerais vous faire entendre
un extrait. Vous avez parlé, lorsque vous étiez à Mbaïki le 12 février, vous avez voulu vous adresser à votre population en sango et on n'a pas entendu l'extrait du discours en sango. Les juges ont fait arrêter l'extrait juste avant. Alors, je voudrais qu'on l'écoute ensemble et ensuite, j'aurai une question sur vos propos. Alors, c'est l'onglet 75 du classeur de la défense, car OTP 20231636 de 24 minutes 39 secondes à 25 minutes 2 secondes. Donc, c'est pas très long. Et la traduction est à l'onglet 92, car D29 0006 1337 à la page 1338. Madame, pour une question de temps, je ne vous ferai pas entendre tout l'extrait de votre discours en sango. Je vous fais entendre un petit extrait, puis ensuite, j'ai une seule question. Est-ce que je peux avoir un signe de la cabine? Alors, juste pour que vous me suiviez, ce sera du sango. Donc, si je peux avoir un signe de la cabine sango et la traduction, elle est à l'onglet 92. Je pense que mes collègues vous ont remis une version papier. Oui? Oui, ils ont une version papier, oui. Vous devriez avoir une version papier de la traduction du sango dans la cabine. L'avez-vous? Oui, mais de quelle ligne à quelle ligne, s'il vous plaît? La ligne, à partir... Alors, c'est la ligne... Ah, oui. Alors, c'est sur la deuxième page, donc page 1338, et ce sera... C'est le 5e paragraphe. Excusez-moi, c'est une traduction maison, donc j'y vais avec... Est-ce que vous le voyez, monsieur l'interprète? Le 5e paragraphe. C'est le seul paragraphe qu'on va entendre. C'est bon? Merci. So yeah, I think so. Le juge président, bien, très bien. Vous, les anti-Balaka qui m'écoutez ici, il faut cesser. Écoutez-moi et cessez. Car les Nations Unies ont donné l'autorisation à la MISCA de vous tuer. Si on vous attrape, on vous jette à la prison. Ainsi, j'ai dit, mais ils sont tous que des fils du pays. Si vous commencez à les tuer et les mettre à la prison, nous allons faire comment? Il est mieux de les amener doucement avec des conseils. Pardon, j'ai voulu aller trop vite. No problem. Le juge président, pas de problème. D'un long discours que vous avez donné à Mbaïki dans la langue nationale. Une seule question. Vous confirmez que dans ce passage en sango, vous dites que les Nations unies ont donné l'autorisation à la MISCA, aux forces internationales, de tuer les anti-Balaka. C'est exact? C'est un discours politique, hein, donc, mais je l'ai dit, vous l'avez écouté, la traduction. Merci. Et je passe, Madame, maintenant à mon dernier sujet. Ça concerne le document qui est à l'onglet 34 du classeur de la Chambre, car OTP 2001-3268.
Euh, Madame la Présidente, c'est le mémoire de saisine qui a été envoyé à la CPI. J'ai quelques questions supplémentaires. J'ai dans les documents la lettre, je pense que la Chambre, les juges vous l'ont montré, la lettre qui est signée par votre ministre de la Justice, Isabelle Godeuil, et ensuite la lettre que vous-même vous avez signée et cachetée lorsque vous avez décidé et discuté avec votre ministre Godeuil de demander à la Cour pénale internationale la saisine du dossier centrafricain. Maintenant, mes questions portent uniquement sur le document, le mémoire. Et je vous assure, c'est des questions qui ne vous ont pas été posées jusqu'à maintenant. Est-ce que vous avez indiqué que le nom que l'on retrouve à la fin de ce document, à savoir Gabriel Faustin Gbodou, excusez-moi si ma prononciation est inexacte, qu'il a fait un compte-rendu lors d'un conseil des ministres. Et ce que je veux savoir, c'est au moment où, donc après la lettre de saisine, une fois que vous avez déjà saisi par lettre, par courrier, la Cour pénale internationale, est-ce que je comprends que c'est au moment où M. Gbodou est ministre de la Justice que vous allez lui confier le dossier de rédiger, en quelque sorte, le mémoire au soutien? Oui, maître, on en a parlé de ce mémoire longuement depuis 2 jours, de ce mémoire de septembre 2014. On en a parlé. On a fait la lettre, on a saisi, la Cour pénale nous a dit il faut un mémoire en soutien de votre dossier de saisine, et on a demandé au ministre de la Justice de l'époque, en ce moment-là, de faire le document. On en a parlé, votre confrère m'a fatigué avec ça hier. Madame, je comprends, mais je vous assure que la question que je viens de vous poser n'a pas été posée avant. Et je vous pose la question parce que M. Gbodou a été nommé ministre de la Justice le 22 août 2014. Et le mémoire est signé le 9 septembre. Raison pour laquelle je voulais savoir si c'est au moment où il a été nommé ministre de la Justice que vous lui avez confié ce mandat. Je comprends de votre réponse que la réponse est oui. Je vous assure, madame, il me reste quelques questions et à chaque fois, elles sont extrêmement précises. Je ne reviens pas sur le contenu du mémoire. Je passe à ma seconde question. Ce document, alors, contrairement à la lettre de saisine signée de votre main et cachetée avec votre sceau, de même que la lettre qui l'accompagne, celle signée par la ministre de la Justice, Isabelle Godeuil, qui porte son sceau et sa signature, le mémoire ne porte ni signature ni cachet. Ma question, est-ce qu'il existe une version signée ou cachetée quelque part, ou si vous ne le savez pas? Il doit y avoir une version signée et cachetée. Il doit y avoir une version. Et donc, s'il y a une version signée et cachetée, je suppose que vous n'êtes pas en mesure de m'expliquer pourquoi ce qui est entre les mains de la Cour pénale internationale, du bureau du procureur à tout le moins, c'est une version qui ne porte ni en-tête, ni cachet, ni signature. Je ne suis pas en mesure de vous l'expliquer. Est-ce que j'ai remarqué que lorsque j'ai pris connaissance du mémoire, les sources ne sont pas citées. Est-ce que vous savez, si vous ne le savez pas, vous me dites « je ne sais pas », est-ce que vous savez s'il a été transmis avec document à l'appui ou s'il a simplement été envoyé tel quel pour que la CPI fasse ses vérifications?
Je ne sais pas, maître. Je ne peux pas vous le confirmer. Et on vient d'établir que le ministre a été nommé le 22 août 2014 et ce document porte la date du 9 septembre, donc 2 semaines plus tard. Est-ce que vous connaissez, ou si vous ne savez pas, vous ne savez pas, quelle proportion des informations ont été directement vérifiées par votre ministre de la Justice? Je ne peux pas vous le dire. Je ne peux pas vous le dire. Je ne sais pas. Mr. President, can I have a moment with my client? Maître Dimitri, Monsieur le Président, est-ce que je peux consulter mon client brièvement? Le juge président, oui, bien sûr. Madame, une dernière question sur le mémoire. Est-ce que vous savez si votre conseiller à la sécurité, Jean-Jacques Desmafoutes, a participé à la rédaction de cette version du mémoire? Je ne peux pas vous le dire, je ne sais pas. Okay. Madame, je vous remercie de votre patience. C'était ma dernière question. Comme vous avez vu, j'ai tenu ma promesse. J'en ai terminé. Je vous remercie beaucoup. Et puis, je vous souhaite un bon retour à la maison. Merci, maître. Merci beaucoup. Thank you, Mr. President. Maître Dimitri, merci, Monsieur le Président. Alors, ce fut un marathon pour moi, mais je vous remercie de votre patience. Le juge président, je vous remercie également, Maître Dimitri. Madame Samba Panza, ceci met un terme à votre déposition. Au nom de la Chambre, j'aimerais vous remercier une fois de plus, car vous avez été à la disposition de la Chambre en tant que témoin dans ce procès. Et donc, vous avez donc témoigné en audience publique, et je dois dire que vous avez assumé vos responsabilités en tant qu'ancienne présidente de la République centrafricaine, et vous l'avez fait de façon absolument exemplaire. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais également vous remercier, et la Cour et tous vos collaborateurs de la Chambre, pour votre disponibilité et tous les égards et votre patience également à mon endroit. Il m'est arrivé de manifester quelques signes d'impatience. Je m'en excuse très sincèrement auprès des avocats, auprès de la Chambre également, auprès des interprètes et de tout le monde. Merci beaucoup. Thank you very much. Le juge président, merci. Point n'est besoin de vous excuser. Nous comprenons fort bien que répondre à toutes ces questions pendant 4 journées consécutives représente un exercice fatigant et stressant. Et je dois vous dire que vous avez fait preuve d'une grande résistance et de beaucoup de patience. Donc nous vous souhaitons un excellent retour chez vous, madame. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup. And Le juge président, et vous savez tous que ce ne fut pas facile car il y a eu des problèmes techniques dès le premier jour en ce qui concerne l'interrogatoire de ce témoin. Et j'aimerais donc remercier CMS, j'aimerais remercier les techniciens, la régie et
également les interprètes qui ont fait un excellent travail. Nous ne le faisons pas toujours que de remercier les gens, mais là, vu les circonstances difficiles, je pense qu'il est opportun de le faire. L'audience est levée.